Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente d'être ici avec vous sur cette heure du midi pour parler de marketing d'influence, de droit du marketing d'influence et plus précisément en fait de la couverture médiatique qui a été faite du marketing d'influence dans les dernières années et des apprentissages juridiques qu'on peut en faire en tant que juriste ou que personne qui navigue dans ce milieu. Donc, on va commencer par déjà pourquoi regarder la couverture médiatique. La réponse n'est pas très complexe, vous la connaissez probablement déjà. Et ensuite, on va regarder en fait ce que cette couverture médiatique nous enseigne juridiquement parlant. Donc, ce qu'elle nous enseigne sur ce dont on fait la promotion, sur qui apparaît dans les campagnes, où on en fait la promotion et à qui, donc l'audience à laquelle on s'adresse, comment on en fait la promotion et finalement les leçons à tirer de la couverture médiatique au niveau pratique. Alors, commençons par pourquoi regarder la couverture médiatique. Tel que mentionné, je pense que vous connaissez déjà la réponse, mais c'est parce qu'il y a très, très peu de jurisprudence au sujet du marketing d'influence pour plusieurs raisons. Euh, du moins, ce sont mes hypothèses. Si vous en avez d'autres, vous pourrez les partager lors de la période des questions. Premièrement, c'est un milieu qui découle de l'industrie du divertissement, qui est en soi très peu judiciarisé pour toutes sortes de raisons, les valeurs de l'industrie, les capacités monétaires, etc. C'est aussi une industrie où on voit beaucoup d'autoréglementation. Donc, on voit beaucoup d'organismes euh, qui mettent leurs propres règles en place et qui, lorsqu'un membre, en fait, viole ces règles, ben, il n'y a rien de formel qui découle de ça. Il y a pas de jurisprudence, il n'y a pas de dossier, peut-être des communiqués qui vont sortir. Mais au-delà de ça, l'autoréglementation ne mène pas, euh, ou du moins souvent pas, à la judiciarisation de ces dossiers-là. Et euh, ma dernière hypothèse, c'est que, en fait, c'est le résultat du fonctionnement inhérent des entités qui veillent sur ce milieu, dans le sens où je vais parler plus tard de l'Office de la protection du consommateur et de la loi sur la protection du consommateur. J'ai aussi parlé du Bureau de la concurrence. Ce sont des organismes qui fonctionnent beaucoup par traitement de plainte. Donc, évidemment, ils n'ont pas ni le temps, ni les ressources afin d'être partout, de passer leur journée sur les réseaux sociaux, de regarder les campagnes de marketing d'influence qui se font. Et donc, c'est pas ce qui attendent que des plaintes rentrent et ils traitent ces plaintes-là. Le problème avec ça, c'est que s'il n'y a pas de plaintes, ou s'il y a très peu de plaintes, il y a très peu de traitement de plaintes. Euh, et vu qu'il y a plusieurs organismes qui œuvrent dans le milieu du marketing d'influence qui fonctionnent comme ça, on se ramasse avec très peu de dossiers dont on peut discuter. Et c'est donc pour ça qu'on va regarder la couverture médiatique. Donc, on va commencer par ce que la couverture médiatique nous dit sur ce dont on fait la promotion, donc les produits ou les services dont on peut faire la promotion. Commençons par cet article de la presse qui est sorti le 7 mars 2023. Donc, le casino illégal mise sur des influenceurs d'ici. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec cette situation-là? Nous avons ici deux influenceurs, Antoine Baudin et Jay Fortin, qui sont embauchés par une entreprise qui s'appelle Cibet. Ils sont embauchés au fin de faire la promotion en fait d'un casino virtuel qui est dénommé JetX. C'est ce que Cibet fait en tant qu'entreprise. Ils sont dans le domaine du jeu de hasard virtuel. Et donc, ces deux influenceurs sont embauchés pour faire la promotion de cette nouvelle plateforme qui s'appelle JetX. Euh, Bien évidemment, il y a quelques personnes dans l'entourage d'Antoine Baudin et de Jay Fortin, notamment leur agent, euh, qui dit avoir fait les vérifications, bon, parce qu'on parle de jeu de hasard, qui dit, ben, le casino était, et je cite, c'est une citation directe de l'article, en règle et était 100% réglementaire. Euh, Ceci étant dit, on sait très bien qu'au Québec, ben, l'Auto-Québec a un monopole sur les jeux de hasard et de loterie. Et il y a quelque chose de très particulier qui s'est passé avec, avec ce dossier-là que je vais aborder plus tard dans la formation parce que c'est pertinent pour un autre point. Mais le but ici est de comprendre que ce qui est à la base illégal ne devient pas plus légal parce qu'on passe par une campagne de marketing d'influence. Et ça, c'est quelque chose que je vois
énormément dans ma pratique. Donc, des agences qui me contactent et qui me disent, moi, j'ai un client qui est dans une industrie extrêmement réglementée qui me contacte parce qu'il veut que j'organise une campagne de marketing d'influence en pensant que il va y avoir une liberté additionnelle qui va se créer soudainement parce qu'on décide de passer à travers des influenceurs plutôt que de passer par un canal plus standard, mais ce n'est pas le cas. Euh, Ceci m'amène à cet autre article qui avait été produit par RAD, donc qui est un module de Radio-Canada, le 24 octobre 2017, hein, donc en parlant de produits et de services dont on ne peut faire la promotion parce que c'est illégal. Euh, Chirurgien plastique opère influenceur pour visibilité. Je pense que vous pouvez comprendre un peu ce dont on parle ici. Donc, un reportage de RAD en octobre 2007 où on parle de services de chirurgie esthétique. Donc, on prend le temps de faire des entrevues avec non seulement des médecins qui sont disponibles sur les réseaux sociaux, mais aussi les influenceurs qui apparaissent dans des publications de ces médecins ou qui font leurs propres publications à propos des services de chirurgie esthétique qu'ils obtiennent de la part de ces médecins. Évidemment, on en comprend que on est dans une situation d'échange de services lorsqu'on regarde ces publications-là. Donc, si tu parles des services de chirurgie que j'offre, je t'offrirai un traitement gratuit que tu pourras documenter, puis ça servira de contenu pour faire la promotion sur les réseaux sociaux des services que j'offre. Euh, Tantôt, je vous parlais d'un monopole de l'Auto-Québec. Lorsqu'on parle, pour les jeux de hasard, pardon, lorsqu'on parle de services et de produits qui sont réglementés, on a tendance à penser à tout ce qui est cannabis, tabac, alcool, jeux de loterie, mais il y a aussi d'autres lois qui existent et qui limitent en fait ce qui est possible de faire par rapport à la promotion de certains produits et de services, et ça inclut certains codes de déontologie auxquels les professionnels sont assujettis. Donc, dans ce cas-ci, euh, on a rapidement fait comprendre aux médecins que les médecins étaient assujettis à certaines obligations professionnelles qui les empêchaient d'offrir des services en échange de visibilité. Il y a un article qui est très clair dans le code de déontologie. Donc, 73.2, le médecin doit s'abstenir d'accorder dans l'exercice de sa profession tout avantage, commission ou ristourne à quelque personne que ce soit. On a tendance au Québec et au Canada à suivre beaucoup ce qui se fait aux États-Unis euh, dans, dans beaucoup d'industries, dans beaucoup de milieux, mais particulièrement en termes de marketing. Et c'est vrai qu'aux États-Unis, cette tendance-là, elle est extrêmement populaire et donc il y a beaucoup de médecins et d'influenceurs qui se sont dit, ben, ça se fait là-bas, pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas ici? Mais non, les médecins du Québec, régis par leur code de déontologie et ne peuvent pas accorder cet avantage-là à quiconque que ce soit, qui est en l'occurrence le fait de donner des services gratuitement en échange de visibilité. Et cet article, en fait, a mené à, parce que le Collège des médecins avait aussi été contacté dans le cadre de cette enquête-là, de cette entrevue-là, et le Collège des médecins, quelques semaines plus tard, a fini par sortir un communiqué pour leur dire ben, que c'était absolument interdit d'offrir non seulement des services de chirurgie esthétique, mais aussi on voit ici donc d'injections et autres services médico-esthétiques en échange de visibilité sur le web. On a aussi d'autres exemples qui découlent de codes de déontologie, les avocats. Donc, bien évidemment, on ne peut pas faire la promotion de services juridiques en utilisant des témoignages d'influenceurs. Donc, on parle ici de l'article 145 du Code de déontologie des avocats. Et par rapport à ceci, ce que j'essaie ici de souligner, en fait, c'est que tout ne découle pas nécessairement des lois et règlements auxquels on peut penser de manière instinctive. Donc oui, il y a tout ce qui est loi et réglementation qui s'applique aux produits et aux services qui sont excessivement réglementés, mais on peut aussi trouver dans d'autres corpus juridiques des obligations peut-être un peu plus nichées et qui ne sont pas nécessairement connues de tous, mais qui s'appliquent et qui limitent en fait ce dont on peut parler lorsqu'on fait la promotion de services ou de produits à travers des influenceurs. James William Awad, on a beaucoup vu ce faire monsieur, notamment en raison du vol nolisé Sunwing qu'il avait organisé au pic en fait de la COVID.
Et donc, ça, c'était un des multiples articles qui avait été rédigé. En fait, un des derniers articles qui avait été rédigé à propos de cette saga-là. Donc, James William Awad pourrait avoir une amende de 100 000 $. Puis là, on le voit ici. Bon, il n'y avait pas de permis d'agent de voyage pour organiser son escapade au Mexique. Donc, Journal de Montréal, 7 janvier 2022. Donc, comme je le disais, c'est vraiment un des derniers articles qui avait été rédigé à propos de la saga des influenceurs sur le vol Sunwing. Donc, pour résumer, pic de la COVID, James William Awad, à travers son entreprise club privé 111, Triple One, comme il l'appelait, décide d'organiser un vol nolisé pour aller au Mexique sur les airs de Sunwing. Évidemment, ça a fait la manchette partout à travers le monde parce qu'il y a de nombreuses personnes qui ont décidé de documenter certains comportements sur ce vol qui étaient pour la plupart complètement aberrants, mais aussi illégaux dans plusieurs cas. Ça n'a pas toujours été clair dans la couverture médiatique que c'était une campagne de marketing d'influence parce que M. Awad avait mentionné dans certains articles en fait que il y avait un montant à payer pour faire partie de ce vol-ci, qui était peut-être 2 300 $, donc qui couvrait le vol et le voyage. Ceci étant dit, quelques semaines avant, on a vu des publications d'influenceurs qui faisaient la promotion d'un concours pour gagner une place pour dans un siège dans le vol et en fait de gagner un voyage au Mexique sur les airs de Sunwing dans le vol nolisé euh, que celui-ci avait organisé. Et donc, à la base, c'était une campagne de marketing d'influence. C'est la raison pour laquelle tout le monde sur le vol n'était pas un influenceur, mais c'est la raison pour laquelle il y en avait. Et la raison pour laquelle on a vu des publications de ce genre préalablement au vol. Donc, je fais la promotion de ce vol nolisé. Bien évidemment, en échange, moi, je peux faire partie de ce voyage. Et James Awad s'est un petit peu mis le pied dans la bouche, en fait, lors de ses entrevues parce que il a souvent mentionné bon, que c'est lui qui avait organisé le vol, il y avait un certain prix à payer, tout avait été fait correctement, mais en fait, l'entreprise de James Awad n'avait pas de permis d'agent de voyage. Donc, c'est aussi quelque chose qu'on réalise peu, mais nous avons une loi sur les agents de voyage. Euh, je tiens à souligner plus particulièrement ici l'article 4, donc nul ne peut effectuer des opérations d'agent de voyage, prendre le titre d'agent de voyage et donner lieu de croire qu'il est agent de voyage s'il n'a pas de permis pour le faire. Donc, dans ce cas-ci, M. Awad n'avait pas de permis, mais encore ici, on est, euh, on est sous la gouverne d'une loi que je pense beaucoup de marketeurs et beaucoup de gens qui œuvrent en publicité n'ont pas nécessairement conscience lorsqu'ils organisent des campagnes de marketing d'influence. Et donc, au-delà de ce dont on peut faire la promotion ou pas dans les campagnes de marketing d'influence, mais il y a aussi des restrictions quant aux activités qu'on peut utiliser pour faire du marketing d'influence. Donc, dans ce cas-ci, on parle de l'organisation d'un vol et d'un voyage qui avait été organisé afin de faire la promotion d'un club privé, donc Triple One. Mais il y a aussi d'autres restrictions qui existent. Donc, par exemple, si vous voulez organiser un concours publicitaire en lien avec l'alcool, ben, puis engager un influenceur pour faire la promotion de ce concours publicitaire-là, vous ne pouvez pas juste donner les différents assets à l'influenceur, lui dire faites la publication, voici les règlements, etc. Et c'est tout. On a un règlement sur la promotion, la publicité et les programmes éducatifs en matière de boissons alcooliques, donc particulièrement ici l'article 21, qui oblige ceux et celles qui veulent faire la promotion de boissons alcoolisées de faire approuver leur publicité au préalable. Et donc, non seulement des restrictions en termes de ce dont on peut faire la promotion, donc évidemment, ce qui est illégal, on ne peut pas passer à travers un influenceur pour en faire la promotion. S'il y a des restrictions qui existent, donc par exemple, pour tout ce qui est agent de voyage, alcool, il faut aussi les respecter. Et bien évidemment, il y a peut-être d'autres obligations, comme celles qui découlent des codes de déontologie, euh, qui sont peut-être un peu plus nichées, un peu moins connues, peut-être pas des professionnels, mais je pense des tierces parties avec lesquelles les professionnels peuvent faire affaire, parce que ça arrive extrêmement souvent, donc de déléguer l'élaboration d'une campagne de marketing d'influence, ben à ce niveau-là aussi, il y a des vérifications à faire pour voir si c'est permis ou pas. Et je tiens aussi ici à préciser que je ne parle pas du fait que le fait de faire la promotion pour les services juridiques, quand on parle du code de déontologie des avocats, que ça, c'est restreint. On parle vraiment ici d'utiliser des témoignages et donc de faire affaire avec un influenceur pour témoigner
de services juridiques qui auraient été offerts. La nuance est importante. Donc ça, c'était pour tout ce qui est produits et services, donc ce dont on fait la promotion. Regardons maintenant ce que la couverture médiatique peut nous apprendre sur qui apparaît dans les campagnes de marketing d'influence et les restrictions qui sont liées à ça, parce qu'il y a des restrictions. Je suis vraiment désolée pour la qualité de la source, pour une raison que j'ignore. C'est le seul site que j'ai pu trouver qui documente cette situation-là, dont moi, je me rappelle très, très bien le jour ou les quelques jours où ça a eu lieu, mais Narcity est la seule source que je peux trouver qui aborde ce sujet-là. Donc, un pharmacien sur TikTok revient sur la story controversée de Lucas Daudet, donc d'occupation double, donc 2 février 2023, qui est Lucas. Donc déjà, qu'est-ce qui s'est passé? Lucas, qui est un ancien participant d'Occupation Double, fait une publication euh, sur Instagram et sur le compte TikTok de l'influenceur, si ma mémoire est bonne. Et cette publication-là est faite pour le sirop pour la toux, NyQuil. Donc, c'était en hiver, puis il parlait du fait que c'était un sirop qui était super utile pour, bon, si c'est jamais des symptômes de la toux, on est en hiver, bref. Euh, où est le problème? Euh, c'est un sirop en vente libre. Lucas est un influenceur, donc on a un ancien participant d'Occupation Double. L'enjeu ici, c'est que Lucas est aussi membre de l'Ordre des infirmiers et des infirmiers du Québec. Ce que je pense, ni son agence, qu'il représentait à l'époque, il le représente peut-être encore, ni l'entreprise, donc NyQuil, qui l'avait embauché, ni probablement l'agence de marketing qui avait été chargée de cette campagne-là n'avait réalisé. Est-ce que c'était une omission de la part de Lucas? Est-ce qu'il y a personne qui a pensé faire les vérifications? C'est probablement qu'on a décidé d'omettre ce fait-là parce que je pense que c'était une décision très consciente d'envoyer à un infirmier un produit de santé pour en faire la promotion. Mais encore là, euh, il y a d'autres obligations professionnelles qui peuvent s'appliquer. Dans ce cas-ci, non pas au fait de passer par un influenceur pour faire la promotion de produits ou services, mais plutôt par rapport à la nature de l'influenceur qui fait la promotion de certains produits et de services. Donc, on a notamment l'article 69 du code de déontologie, pardon, des infirmiers et des infirmières, où on dit l'infirmière ou l'infirmier ne peut associer ou permettre que soit associé son titre professionnel à son nom dans une publicité destinée au public afin de promouvoir la vente d'un médicament, d'un produit médical, d'un produit ou d'une méthode susceptible de nuire à la santé ou d'un traitement miracle. Et donc, Lucas Dumont ici ne pouvait pas faire la promotion du sirop NyQuil. Je pense que la raison pour laquelle il y a très peu la raison pour laquelle je suis capable de retrouver plutôt très peu d'articles à ce sujet-là, c'est parce qu'il y a plusieurs personnes qui ont contacté Lucas Dumont suite à ces publications-là pour dire, moi, je pense qu'il va y avoir un problème avec l'Ordre des infirmiers et des infirmières du Québec. Et on peut voir, en fait, le titre de l'article, c'est un pharmacien sur TikTok qui revient sur la story de Lucas Daudet. C'est parce qu'il y avait un couple de pharmaciens qui a un compte sur TikTok, un compte éducatif, qui avait justement fait une publication sur cette publicité-là pour dire, bah, il y a certaines choses qui n'ont pas été mentionnées. Puis au niveau de la responsabilité professionnelle, il y a peut-être aussi quelques éléments à aborder à ce niveau-là. Donc, quiconque ne peut pas être influenceur. Notre ami Georges Saint-Pierre, situation, je dirais similaire, mais beaucoup plus récente. Donc, un article de Strategy Online, donc 3 septembre 2024, Bet99 enlist Georges Saint-Pierre to fight problem gambling. Donc, Bet99, qui est une entreprise de jeux de hasard en ligne, qui embauche Georges Saint-Pierre afin de combattre les problèmes de, de bon, j'ai pas le terme français pour gambling, mais vous comprenez ce que je veux dire. Euh, alors, les faits saillants. Donc, une nouvelle campagne de l'entreprise Bet99, qui est, comme je disais, bon, une entreprise de jeux de hasard en ligne. Vous vous promenez un petit peu sur les réseaux sociaux, vous allez voir que c'est une entreprise qui est excessivement populaire. Une publicité qui a pour but de sensibiliser l'audience aux problèmes de jeu. Ces publicités-là existent, mais il y a une raison très précise pour laquelle Georges Saint-Pierre apparaît dans cette publicité-là. Euh, il faut noter que Georges Saint-Pierre, ancien athlète québécois, est aussi actionnaire de Bet99 et ce n'est pas la première publicité
de Bet99 qui le fait. Ceci étant dit, il y a depuis octobre 2023 des nouvelles exigences de la part de la Commission des alcools et des jeux de l'Ontario sur qui peut apparaître dans des campagnes faisant la promotion des jeux de hasard et des jeux de hasard en ligne. Et ceci inclut, donc bon, les personnages de dessins animés, de symboles, influenceurs de médias sociaux, célébrités, mais aussi les athlètes actifs ou retraités, sauf dans le but exclusif de promouvoir des pratiques de jeu responsables. Donc, préalablement à ce changement-là aux normes du registrateur pour les jeux sur Internet donc la commission ontarienne, Georges Saint-Pierre, qui était évidemment aussi l'actionnaire de Bet99, apparaissait sans problème dans les publicités pour faire la promotion de jeux de hasard, mais surprenamment, l'entreprise, lorsqu'elle a vu que ces exigences-là allaient être en vigueur sous peu, ont fait un excellent travail et ont décidé de produire une campagne pour sensibiliser l'audience à l'addiction potentielle, en fait, à ces jeux-là. C'est pas mal tout en termes de restrictions sur le qui peut figurer dans des campagnes de marketing d'influence. Donc, euh, évidemment, similairement à ça, il y a aussi certaines personnes qui sont peut-être assujetties à des ententes qui limitent leurs activités. Donc, par exemple, pour prendre l'exemple des athlètes, il y a certains athlètes, lorsqu'ils font partie de certaines ligues, qui sont assujettis à certaines dispositions qui limitent le type de produits et de services qu'ils peuvent promouvoir dans leur campagne de marketing d'influence. Mais ça, c'est vraiment les deux gros exemples qui découlent de la couverture médiatique. Donc, tout ce qui est athlète, personnalité publique en lien avec les jeux de hasard, sauf pour promouvoir les pratiques de jeu responsables. Il y a aussi des obligations déontologiques qui peuvent s'appliquer aux professionnels qui, eux, décident de faire du marketing d'influence et d'apparaître en tant que professionnels dans des campagnes de marketing d'influence, qui est de plus en plus populaire et on va en reparler un petit peu plus tard. Où on en fait la promotion et à qui? Revenons au casino illégal dont je vous parlais plus tôt, donc Guy Fortin, Antoine Baudouin, si ma mémoire est bonne. Je vous dis que la finalité, en fait, de cette situation-là, au-delà du fait que bon, la publicité était illégale, était plutôt intéressante, c'est le fait que bon, le contenu a été publié sur TikTok et suite à la publication de ce contenu-là, les deux influenceurs ont vu leur compte être complètement fermé et banni de la plateforme TikTok. Vous vous demanderez, est-ce que c'est parce que c'était du contenu qui était qui était illégal? Est-ce que TikTok sait qu'il y a un monopole de la part de l'Auto-Québec euh, sur les jeux de hasard? Euh, mais c'est plutôt parce que TikTok ne permet pas la promotion de jeux de hasard, de jeux d'argent. Donc, on le voit ici, contenu non autorisé, la facilitation des jeux d'argent, d'activités similaires en fournissant un lien vers un service de jeux d'argent, c'est probablement ce qui a été fait dans le cadre de la campagne de ces deux influenceurs-là. Et donc, immédiatement, donc un peu après la publication de ces contenus-là, les comptes ont été fermés. Donc, vous pouvez vous imaginer ce que ça représente, ces influenceurs-là, parce que ça prend du temps se bâtir une communauté. Il y a du contenu qui a été créé préalablement à ça, beaucoup d'efforts, de temps, d'argent. Une seule publication, les deux comptes complètement perdus. Là, vous allez me dire, tantôt, on a vu le gérant qui nous disait, ben, moi, j'ai vérifié que c'était complètement légal, le casino, c'était réglementaire, etc. Eh bien, notre cher gérant revient et nous dit, ben, nous sommes mal informés et on pensait que les politiques de TikTok était semblable à celle de Meta qui permettrait les jeux de hasard et nous prenons part de responsabilité. Vous comprendrez que ce n'est plus l'agent de ces deux créateurs-là, mais ça nous amène à un point qui, je pense, est très intéressant et que peu de gens ont en tête, et c'est le fait qu'au-delà de ce qui existe en termes de restrictions législatives et réglementaires, ben, les plateformes, elles aussi, ont leurs propres règles. La différence avec celle-ci, contrairement au droit, c'est qu'elles peuvent changer très rapidement, de manière unilatérale et sans communication préalable. Euh, donc, je prends ici, par exemple, tantôt on voyait les politiques de TikTok à ce sujet-là.
On a aussi des politiques ici de Meta, donc Meta qui couvre Facebook et Instagram et qui demande une autorisation au préalable pour faire la promotion des jeux de hasard ou d'argent en ligne. Et en plus de ça, en plus de cette préapprobation, de fournir la preuve que les jeux de hasard, de faire la promotion de ces jeux de hasard-là, de jeux en ligne, est légal dans la juridiction dans laquelle on veut publiciser ce contenu-là. Donc, restrictions, mais restrictions quand même différentes de ce qui se fait chez TikTok. Un autre exemple ici, ça c'est Instagram, donc une liste de contenus interdits pour les publicités chez Instagram. Et on voit ici, au point 9, qui est quelque chose qu'on ne voit pas sur les autres plateformes, l'interdiction de faire du contenu publicitaire à propos de la vente multiniveau, donc ce qu'on appelle couramment les MLM, donc tout ce qui est feu, Tupperware, Avon, feu, Beachbody, etc. Donc, sur Instagram, et ce n'est pas le cas sur d'autres plateformes, il est interdit de faire des publicités sur la vente multiniveau. Et donc, la complexité ici vient du fait qu'il faut constamment aller vérifier ce que les plateformes permettent et ce qu'elles ne permettent pas, et surtout ne pas présumer, un, que les plateformes ont toutes les mêmes politiques, et deux, que les politiques sont constantes. Et que une campagne qui a fonctionné il y a un an et qui était permise sur une plateforme il y a un an va aussi l'être permise un an plus tard. Et l'autre difficulté aussi vient du fait que des politiques, il y en a énormément. Ici, je prends juste les politiques de Meta, donc pour Instagram et Facebook. Et ça, c'est vraiment un échantillon des politiques que j'ai pu trouver rapidement. On a des règles relatives au contenu de marque, on a un document qui s'appelle les standards de communauté, on a un autre document qui s'appelle les règles de la communauté, qui n'est pas le même document que les standards de communauté. On a les conditions d'admissibilité pour les publicités en partenariat et les contenus de marque sur Facebook et Instagram. On a un autre document qui s'appelle les standards publicitaires et tout ça, c'est supposé couvrir Meta. Et l'autre truc aussi, c'est que si vous prenez le temps d'aller voir chacun de ces documents-là, on va vous faire sauter du site de Facebook au site d'Instagram. Euh, vous allez faire des va-et-vient comme ça. Donc, c'est excessivement complexe de se retrouver là-dessus et donc vraiment prendre le temps de vérifier qu'on se voit publier et permis par ces plateformes-là parce que sinon, on peut se retrouver avec des conséquences fâcheuses comme ces deux influenceurs se sont retrouvés avec deux comptes TikTok qui ont simplement perdu. Revenons à, à un autre article dont on a parlé tantôt. Donc, chirurgien plastique opère influenceur pour visibilité, donc qui concerne les services de chirurgie offerts par, euh, par les médecins, dans ce cas-ci. Euh, Pour Jay Fortin et Antoine Baudouin, ici, je vous parlais du où, qui a une incidence, mais le à qui on essaye de communiquer a aussi une incidence. Et donc, bien évidemment, dans cet article-là, bon, on parlait du fait que oui, il y avait des médecins qui faisaient ces échanges de visibilité-là avec des influenceurs. Et un des médecins en particulier avait mentionné le fait, en fait, que la raison pour laquelle il était sur les réseaux sociaux, c'est parce que ça l'aidait à rejoindre un public qui est plus jeune. Et dans ce même article, il y a une influenceuse qui mentionne notamment en fait que 15% de son audience a moins de 18 ans, qu'elle avait essayé de restreindre notamment son contenu YouTube aux personnes qui avaient 18 ans et plus, mais qu'elle trouvait que c'était important euh, de permettre à ces jeunes-là d'être informés et de continuer à avoir des conversations sur ces sujets-là, donc incluant les chirurgies plastiques et autres services de médico-esthétique qu'on peut obtenir. Vous me direz quel est l'enjeu. Et bien, tantôt, je vous disais que selon le code de déontologie des médecins, bon, le médecin n'est pas autorisé à offrir une ristourne, un avantage, une commission quelconque à une tierce partie, mais selon 93.3 du code de déontologie des médecins, le médecin ne peut pas faire de publicité destinée à des personnes vulnérables, notamment du fait de leur âge. Et donc, euh, et là, peut-être qu'on extrapole un petit peu, mais lorsqu'on fait de la publicité à travers un influenceur qui a une audience qui est très jeune euh, et qu'on le fait parce qu'on sait que ça va atteindre
cette communauté-là. Les médecins n'offrent pas des services gratuits pour aucune raison. Ils pensent, du moins espèrent qu'ils vont atteindre une certaine communauté et que cette communauté-là viendra les voir et elle paiera pour des services de chirurgie, des services de médico-esthétique. Eh bien, lorsque c'est ça le but, il faut se demander si on n'est pas en train de contrevenir au code de déontologie des médecins. En parlant de jeunes, le marketing ou plutôt destiné aux enfants. Donc, le 15 octobre 2023, la presse publie un article qui s'appelle Marketing d'influence version enfant, où on examine ce phénomène de compte, particulièrement YouTube, mais aussi sur d'autres plateformes, mais vraiment surtout YouTube, de chaînes dites familiales. Donc, où on suit des familles, donc parents et surtout enfants, dans leur vie au quotidien et où par la bande, on prend des contrats pour faire la promotion de produits qui sont destinés à la base aux enfants. Donc, de jouets, de poupées, de lignes de vêtements faites pour les enfants, etc. Euh, et où on se demande, et avec raison, qu'en est-il de l'interdiction de faire la publicité destinée aux enfants de moins de 13 ans euh, qui découle de la loi sur la protection du consommateur. Et j'ai pris cette capture d'écran-là de l'article juste pour vous donner un exemple de ce dont on parle, mais c'est quand même assez flagrant. Là, ici, on est sur le compte Instagram de l'influenceur plutôt que la chaîne YouTube, mais il y avait probablement aussi des publications YouTube qui avaient été faites en lien avec cette même campagne. Et où ici, on fait la promotion de produits Barbie, euh, qui évidemment, ce sont les enfants en général qui achètent les produits de Barbie, où on voit l'enfant de Priscilla Brosseau ici, qui est la figure maternelle de cette famille-là. Donc, ça s'est demandé, est-ce que ceci ne contrevient pas à l'obligation qui est prévue dans la loi sur la protection du consommateur par rapport à la publicité qui est destinée aux enfants? Donc, 248 de la LPC, donc sous réserve de ce qui est prévu par règlement, nul ne peut faire de publicité à but commercial destinée à des parents, à des personnes, pardon, de moins de 13 ans. On a tendance à croire que on est dans une zone grise lorsqu'on fait la publicité en ligne, mais la vérité est que cette obligation-là, elle s'applique à partir du moment où on cible des consommateurs qui sont au Québec. Il y a beaucoup, beaucoup de créateurs de contenu qui font ce genre de contenu-là qui sont à l'extérieur du Québec et dont on peut débattre de est-ce que ça s'adresse aux Québécois ou non, mais ici, euh, dans cette situation-là, on parle de famille québécoise. Donc famille Ventura, si ma mémoire est bonne. Et comme je le disais plus tôt, c'est pas parce que quelque chose est illégal euh, est illégal et interdit par la loi que ça devient tout d'un coup moins illégal ou tout simplement légal parce qu'on passe à travers une campagne de marketing d'influence et aussi parce qu'on passe à travers la publicité en ligne. Donc ça, c'était pour le où on en fait la promotion et le à qui. Finalement, regardons le comment. Donc, qu'est-ce que la couverture médiatique nous apprend sur comment on fait la promotion de produits et de services lorsqu'on veut faire affaire avec des influenceurs? C'est du Dallas Observer. Là aussi, je n'ai pas été capable de trouver énormément de couverture médiatique, mais je me rappelle très bien de cette situation-là. Donc, 25 juillet 2024, très récent. Et nous avons ici l'influenceur Nara Smith, qui est particulièrement populaire sur TikTok. Et bon, l'article qui aborde en fait un peu la gronde qui a découlé d'une campagne de marketing d'influence qu'elle a faite avec le designer Marc Jacobs. Donc, évidemment, on n'a pas les modalités de cette entente-là, mais il y a probablement eu paiement d'argent en plus d'un sac qui a été offert dans le cadre de cette campagne-là, puisque le but, en fait, c'était de faire la promotion d'un sac à main du designer. Bon, vous me direz, c'est quoi le problème? Deux adultes consentants, on fait une pub de marketing d'influence, c'est un produit
à première vue pour adultes. Elle ne semble pas faire partie, moi, j'ai jamais mentionné le fait qu'elle faisait partie d'un ordre professionnel quelconque. Euh, L'enjeu ici est de susciter, en fait, la réaction du public et ce genre de réaction-là. Euh, c'est le fait que Marc Jacobs avait envoyé le même sac à une autre créatrice de contenu sur TikTok, qui en fait, elle, euh, le type de contenu qu'elle fait, en fait, c'est que les marques lui envoient surtout leurs produits et elle crée, élabore des campagnes de marketing autour de celle-ci. Donc, dans le cadre de cet envoi-là de Marc Jacobs, et on a pu comprendre plus tard qu'il n'y avait aucune rémunération avec cette créatrice au préalable, ils lui ont envoyé le sac et elle a produit une petite vidéo qui était très adorable où, en fait, de mémoire, elle prend une cerise, elle la met dans un four, elle part le four. Après un certain temps, elle ouvre le four et il y a un sac rouge qui sort du four et c'est le sac rouge de Marc Jacobs. Et cette série-là d'événements, donc le fait de mettre quelque chose de rouge dans le four, d'attendre, de sortir la plaque et de voir que c'est un sac qui apparaît, mais c'est exactement ça que Nara Smith a fait dans sa publicité. La seule différence ici, c'est que bon, elle était rémunérée pour le faire, ce qui n'était pas le cas de la créatrice de contenu au préalable. Et beaucoup de gens se sont demandé, est-ce que on n'est pas ici en présence de violation du droit d'auteur, en fait, où on a pris le concept et en fait, tout ce qui se passait dans cette vidéo-là, créée par cette créatrice-là de contenu au préalable, on l'a tout simplement repris sans aucune permission euh, pour refaire cette publicité-là avec Narrowsmith. Et ici, je suis pas en train de dire qu'il y a nécessairement eu violation du droit d'auteur dans ce cas-là, c'est pas ce que je dis. Euh, mais beaucoup de gens se sont posé cette question-là, incluant la première créatrice qui n'avait pas été rémunérée pour sa vidéo. Et donc, bien évidemment, le droit d'auteur s'applique peu importe le type de campagne qu'on fait. Hein. Donc, le droit d'auteur s'applique sur les images qu'on utilise, s'applique sur la musique qu'on utilise, les textes qui accompagnent les publications, donc toutes les œuvres musicales, littéraires ou artistiques qui pourraient apparaître dans les campagnes de marketing d'influence. Ça ne disparaît pas parce qu'on est en ligne, ça ne disparaît pas parce qu'on fait affaire avec des influenceurs. Tout ça existe quand même. Et ce que la loi au Canada nous dit, c'est que en fait, le titulaire du droit d'auteur sur une œuvre, a priori, c'est son auteur. Il y a des exceptions, donc par exemple, dans le cadre d'un emploi, donc pas vraiment une relation employeur-employé, lorsqu'il y a des œuvres qui sont créées par un employé dans le cadre de son emploi, le premier titulaire est l'employeur, mais euh, au-delà de ça, il y a des autres exceptions qui existent. Le premier titulaire du droit d'auteur sur une œuvre, c'est son auteur. Et donc, si on dit que si on dit que la première créatrice de contenu a créé du contenu qui est protégé par le droit d'auteur, à ce moment-là, en vertu de la loi canadienne sur le droit d'auteur, elle en serait la titulaire et elle aurait des droits exclusifs sur les droits qui sont conférés par la loi. Et afin d'acquérir ces droits-là ou d'obtenir un droit d'utilisation sur ces droits-là, eh bien, il faudrait avoir, on parle d'un transfert de propriété ou d'une licence exclusive, donc un droit d'utilisation exclusif, il faudrait avoir un écrit signé euh, et signé par le titulaire du droit qui fait l'objet en fait des droits qui sont conférés. Donc on a pu comprendre dans cette situation-là que c'est pas ça qui s'est passé. Il n'y a eu aucune entente faite entre Marc Jacobs et entre le créateur de contenu, la créatrice de contenu initiale, euh, mais que c'est quelque chose qui existe et auquel on doit penser lorsqu'on crée du contenu, euh, notamment, mais pas seulement dans le cadre des campagnes de marketing d'influence. Et finalement, j'aime beaucoup cet article lorsqu'on parle du comment parce que ça encapsule beaucoup d'obligations qui sont liées au marketing d'influence. C'est un article du Toronto Star, donc 24 novembre 2023, qui honnêtement
qui nous parle d'une situation qui, je pense, est franchement humiliante pour le Canada. Et je vous explique pourquoi. Donc, on a le FTC, qui est bon, le Federal Trade Commission, qui est comme l'équivalent de notre bureau de la concurrence aux États-Unis, qui envoie une lettre à des influenceurs canadiens, ainsi que certains organismes canadiens, les organismes américains aussi, mais des influenceurs canadiens et les organismes canadiens concernant une campagne promotionnelle qui est organisée par le Canadian Sugar Institute et l'American Beverage Association, dont le but est de faire la promotion de produits sucrés. Et on embauche une variété d'influenceurs pour cette campagne promotionnelle-là, mais incluant deux nutritionnistes canadiennes qui nous font la promotion des produits sucrés, bien évidemment, soit dépendant des publications, parce qu'il y a plusieurs publications qui ont été faites, donc soit sans aucune divulgation du fait que le contenu était de la publicité, ou avec des divulgations, mais qui sont complètement inadéquates, qui sont floues et qui ne permettent pas à un consommateur de comprendre rapidement, en fait, que le contenu qu'il voit être partagé par ces nutritionnistes-là ne découle pas de leur opinion professionnelle, mais bel et bien du fait qu'elles ont été payées pour parler de ces produits sucrés-là. Et ce qui est humiliant ici, c'est que on a une entité américaine qui vient nous dire j'ai vu ce qui se passait, c'est clairement moi qui ai noté cette situation-là, et vous devriez faire quelque chose, Canadien, pour essayer de réglementer un petit peu mieux cette industrie-là, parce que clairement, vos influenceurs et vos entités ne comprennent pas ce qu'ils doivent faire, ou du moins s'ils le comprennent, ils ne le respectent pas. Et donc, euh, il y a plusieurs, il y a plusieurs sources législatives, en fait, où on peut trouver ces obligations de divulgation-là. On a de l'autoréglementation, dont on parlait plus tôt, donc le Code canadien des normes de publicité, euh, qui a été élaboré par les normes de la publicité canadienne, donc organisme d'autoréglementation. On a ici au Québec la loi sur la protection du consommateur et on a au Canada la loi sur la concurrence et qui prévoit tous et toutes sous différentes formes et en utilisant différents langages des obligations qui permettent d'éviter ce genre de situation-là avec ces deux chers nutritionnistes. Donc, quelques exemples. Donc, dans la loi sur la protection du consommateur, article 228, donc aucun commerçant, fabricant ou publicitaire ne peut, dans une représentation qu'il fait à un consommateur, faire passer sous silence un fait important, donc notamment le fait d'avoir été payé pour parler de quelque chose. On a aussi aucun commerçant, fabricant ou publicitaire ne peut par quelque moyen que ce soit faire une représentation fausse ou trompeuse à un consommateur. Donc, si on peut notamment penser au fait de faire croire à un consommateur que ces obligations-là, que ces opinions-là pourraient découler de notre opinion professionnelle en tant que nutritionniste et non du fait que quelqu'un nous a payé pour parler de sucre sur les réseaux sociaux ou de produits sucrés. Au niveau de la loi sur la concurrence, on a tout ce qui est déclaration fausse et trompeuse. Donc, nul ne peut, de quelque manière que ce soit, donner au public sciemment ou sans se soucier des conséquences des indications fausses ou trompeuses sur un point important. Donc, le fait d'être rémunéré pour parler de quelque chose, c'est un point important, surtout lorsqu'on parle ici de santé publique, vous direz. Et on a l'équivalent dans le Code canadien de la publicité. Il y a d'autres articles qui s'appliquent, mais notamment l'article 2. Donc, aucune publicité ne doit être présentée dans un format ou dans un style qui dissimule le fait qu'il s'agit d'une publicité. Puis, tu sais, j'ai mentionné le fait, en fait, qu'il y avait deux types de publications. Donc, on avait des publications où il n'y avait aucune divulgation du lien entre les publicitaires et les nutritionnistes qui avaient été embauchés pour cette campagne-là. Et on avait d'autres publications où il y avait une divulgation, mais une divulgation vraiment approximative. Donc, où on voit qu'il y a un effort de divulgation qui a été fait, mais où la plupart des gens ne comprendraient pas qu'il s'agissait d'une campagne en fait de marketing d'influence et que ces personnes-là avaient été payées pour parler de ces produits sucrés. Je parlais tantôt d'autoréglementation. Le Code canadien, le Code des normes existe depuis quand même très longtemps, mais lorsqu'on a commencé à voir une montée du marketing d'influence,
Euh, le Canada a rapidement réalisé en fait que le Code canadien, c'était peut-être pas assez évident comme ligne directrice pour les gens qui faisaient partie du milieu du marketing d'influence, que les gens ne comprenaient peut-être pas que ces obligations-là s'appliquaient aussi à eux et pas juste aux campagnes publicitaires traditionnelles. Et on a décidé, en fait, il y a plusieurs années, de suivre un peu ce que le FTC avait fait. Donc, le Federal Trade Commission, qui, eux, avaient déjà, avant nous, sorti des lignes directrices qui étaient spécifiquement faites pour les influenceurs et les gens qui embauchaient, qui travaillaient avec des influenceurs, pour leur dire concrètement, voici comment on respecte les obligations juridiques qui existent et qui s'appliquent à vous, mais clairement, vous ne semblez pas comprendre qu'elles s'appliquent à vous, vous ne semblez pas réaliser qu'elles s'appliquent à vous. Et donc, voici concrètement comment elles s'appliquent à vous et comment vous pouvez les respecter. Et on a décidé de faire la même chose avec les lignes directrices sur la divulgation qui ont été élaborées par les normes sur la publicité et en fait qui sont des lignes directrices pour aider ces créateurs de contenu-là et les gens de cette industrie-là euh, à se conformer non seulement au Code canadien de la publicité, mais aussi à la loi sur la concurrence, parce que ce qui est dans le Code de la publicité se base sur les obligations qui sont prévues dans la loi sur la concurrence. Et donc, c'est un document qui a été mis à jour l'an passé, mais de mémoire, sa première version, c'était en 2019 et vraiment qui est excessivement concret et clair quant à ce que constitue une divulgation claire. Et donc, ici, on a un exemple de la page 8 où on parle des mots-clics. Donc, comme l'ont appelé les hashtags. Et donc, ce qui est un mot-clic qui est clair et que tout le monde peut comprendre à première vue et ce qui ne l'est pas. Puis on a des exemples en français et on a des exemples en anglais. Donc, on nous dit, par exemple, pub, commandite, c'est clair. Lorsqu'on dit qu'on a un ambassadeur et qu'on a aussi le nom de l'entreprise dont on a un ambassadeur ou un partenaire, ça aussi, ça peut être clair. Mais le fait d'utiliser des mots-clés élaborés par des entreprises ou par les intermédiaires comme les agences de marketing du genre full style pub ou tout simplement partenaire sans mentionner le nom de l'entreprise, ce serait, selon les lignes directrices, des mots-clés qui ne seraient pas assez clairs et qui ne permettraient pas à un consommateur à première vue qui regarde la publication de se dire ceci est une publication commanditée ou du moins il y a un lien entre la personne qui fait la publicité et le fabricant ou le producteur du produit ou du service dont on fait la promotion. Et comme je disais, c'est un guide qui est extrêmement clair. Donc, on parle des mots-clics, mais on parle aussi de l'emplacement de la divulgation, parce que la divulgation n'a pas besoin d'être faite à travers un mot-clic. Donc, on nous dit, bien évidemment, il faut que ce soit fait le plus tôt possible dans la publication. Il ne faut pas que la personne ait à dérouler le texte pour le voir. Il faut qu'on comprenne que le lien matériel, il faut qu'on comprenne la nature, en fait, du lien matériel. Donc, est-ce que c'est j'ai été payé ou est-ce que c'est j'ai reçu un produit gratuitement ou est-ce que c'est je suis un employé et c'est pour ça que je parle de cette entreprise et de ses produits et de services. Évidemment, on nous informe sur les mots-clés à utiliser, la langue dans laquelle la divulgation doit être faite, donc qui doit être constante avec la langue utilisée pour faire la publication de base. Donc, c'est vraiment un guide extrêmement concret avec des exemples de publications qui ont été faits par des créateurs de contenu, justement pour essayer le plus possible d'amener ces publications-là à être le plus conforme possible et aussi les plus clairs possibles au bénéfice qui les regardent de plus en plus souvent ces jours-ci et qui basent aussi leurs décisions d'achat sur ces témoignages et ces publications-là. Puis on le sait depuis plusieurs années que tout ce qui est témoignages en ligne, review, etc., ça pèse beaucoup dans la décision des consommateurs de faire des achats. Et donc, les mots-clics, donc comme je disais, spawn au lieu de sponsored, peut-être clair pour certains, mais ça l'est pas pour tout le monde. Collab aussi, ça a été donné comme exemple dans cette directrice-là. On disait juste partenaire. Et donc, vraiment, un bon outil pour aider à la conformité. Je tiens quand même à préciser que ce n'est pas parce que les lignes ne sont pas suivies à la règle qu'il y a nécessairement violation aux obligations législatives.
Euh, mais ça aide. Et donc, ça, c'était pour le comment. Qu'est-ce qu'on peut tirer comme leçon de la couverture médiatique? Ben déjà, la première chose à faire, en fait, lorsqu'on veut élaborer une campagne de marketing d'influence, ben, c'est de vérifier la viabilité de la campagne. Et ça a l'air futile et évident comme ça, comme leçon à tirer, mais je vous dirais que ça arrive extrêmement souvent que ce n'est pas fait. Donc, la simple vérification de est-ce qu'on peut faire la campagne euh, comme on prévoit la faire. Donc, déjà, est-ce que je peux promouvoir le produit ou le service en question? Est-ce que je peux le promouvoir dans la juridiction dans laquelle je veux le promouvoir? Est-ce que je peux passer par un influenceur cette campagne? Euh, donc, on l'a vu, les services juridiques, c'est un problème. Euh, les services professionnels de médecins, c'est un problème. On l'a vu aussi avec l'identité des influenceurs, où ça peut être un problème. Donc, tout ne peut pas être communiqué à travers un influenceur. Et donc, la base, vérifier si votre campagne se peut. Ensuite, ben, une fois que vous avez réalisé que votre campagne, que la campagne de votre client se peut, de vous dire, OK, comment est-ce que je peux façonner la campagne selon ce qui est permis? Parce qu'on l'a vu au-delà du fait de juste pouvoir faire la promotion d'un produit ou d'un service et de pouvoir faire la promotion de ce produit ou de service-là à travers un influenceur, ben, il y a aussi d'autres restrictions qui viennent s'appliquer. Par exemple, est-ce que je peux faire affaire avec n'importe quel influenceur? Donc, on l'a vu, ben de un, selon le type de produit ou de service dont il est question, on peut pas faire affaire avec n'importe qui. Si on veut faire la promotion de produits de santé, on peut faire affaire avec un infirmier. Si on veut faire, ou une infirmière, pardon, si on veut faire la promotion de jeux de hasard en Ontario, vous pouvez pas faire affaire avec célébrités, modèles, athlètes retraités, etc. Euh, et donc, est-ce que je peux faire affaire avec n'importe qui? Et ensuite, ben, sur quelle plateforme est-ce que je peux publier le contenu? Dans la mesure où tout est légal, dire, ben, OK, clairement, il y a certaines plateformes qui ont des restrictions. Quelles sont-elles et quelles plateformes me permettent de faire quoi? Et de façonner sa campagne selon, selon ce qu'on trouve, en fait, dans les diverses politiques de ces plateformes-là. Ensuite, une fois, dans la foulée, d'essayer de façonner la campagne selon les restrictions, ben, de regarder est-ce qu'il y a des modalités à respecter, des démarches administratives à faire dans le cadre de la campagne de marketing d'influence que je dois respecter. Donc, on parlait tantôt des publications publicitaires dans le domaine de l'alcool. Donc, il faut faire préapprouver par selon le règlement sur les boissons alcoolisées. Si je passe par Meta pour faire une publicité sur les jeux de hasard et que c'est permis dans ma juridiction, combien de temps avant est-ce que je dois communiquer avec Meta pour faire préapprouver ma campagne avant que celle-ci soit publiée? Ensuite, on parlait des droits pour le contenu dans la campagne, parce que c'est bien beau de savoir qu'on peut élaborer la campagne, que la campagne est légale, qu'on peut la publier sur les réseaux sociaux. Mais si vous n'avez pas les droits sur le contenu, on ne va pas très loin. Donc, de se dire, OK, ben, compte tenu du contenu que j'ai ou du contenu à créer, est-ce que je dois acquérir certains droits aux fins de la campagne et auprès de qui? Donc, dire, OK, ben, si je veux publier de la musique, auprès de qui est-ce que je dois obtenir ces droits-là? Euh, si le contenu est créé par l'influenceur, est-ce que j'ai obtenu les droits sur ce contenu-là pour pouvoir faire ma campagne promotionnelle comme je veux la faire? Est-ce que cet influenceur-là fait affaire avec d'autres personnes qui eux aussi auraient des droits? Parce qu'on a vu que le premier titulaire du droit d'auteur, c'est l'auteur. Donc, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont participé à cette campagne-là sans que je le sache et qui ont contribué au contenu, qui ont des droits d'auteur et dont je dois acquérir maintenant les droits afin de pouvoir exploiter le contenu de ma campagne comme je le désire. Et finalement, essayer le plus possible de faire preuve de transparence et de clarté, non seulement aux fins du respect de la loi sur la concurrence, de la loi sur la protection du consommateur,
de tout ce qui découle de l'autoréglementation, mais aussi pour éviter des erreurs, comme on l'a vu avec Antoine Baudouin, Jay Fortin, de se retrouver dans une situation où on a un influenceur qui pense que tout est correct parce qu'il a un gérant euh, qui a supposément fait les vérifications nécessaires, puis on se retrouve avec des comptes TikTok qui sont complètement effacés. Même chose avec cet influenceur qui était aussi membre de l'Ordre des infirmiers et des infirmières du Québec, qui a eu un contrat à travers son agence et où personne dans la chaîne de décision a pris le temps de se dire, ça se peut qu'on ne peut pas faire affaire avec un tel professionnel. Euh, et donc, est-ce que tous les intervenants s'assurent de cette transparence et de ne pas présumer que tous les gens, que tous les intervenants dans le milieu font leur vérification correctement, parce que comme on a pu le voir, ça peut mener à des conséquences assez désastreuses. C'est tout.